Pour les artistes qui arrivent à Londres, et principalement les artistes de paysage, la ville leur offre les brumes, un climat très particulier qu'ils vont devoir apprivoiser. Là, c'est différent de la France puisque la ville est très industrielle, très brumeuse, le temps change tout le temps. Et c'est une vraie difficulté pour les peintres de plein air que vont être les impressionnistes. L'exposition commence avec le drame de la guerre franco-prussienne qui s'enchaîne avec le siège de Paris et la révolution de la Commune. Les artistes s'installent, fuient Paris et s'installent éventuellement en Angleterre pour beaucoup de raisons. Il y a ceux qui partent tout de suite par peur de l'invasion, des pillages qui sont réels, hein. D'autres qui s'engagent plutôt dans la garde nationale, dans l'armée, pour défendre la France, mais qui ensuite partiront avant le virage révolutionnaire de la Commune. D'autres enfin qui vont assister à la Commune, voire même être acteurs de la Commune, et qui vont être condamnés, même condamnés à mort, hein, et donc vont devoir s'enfuir en Angleterre pour échapper à la répression. Et puis il y a aussi des artistes qui, pour des raisons plus économiques, en raison de la ruine du pays, de toutes les destructions, de la chute du marché de l'art et du collectionnisme, tentent leur chance dans la capitale européenne de l'industrie et du commerce. Il n'y a pas que des peintres qui fuient, il y a une sorte d'exode, il y a des milliers de personnes, aussi bien des artisans, des musiciens, des intellectuels, des hommes politiques. Parmi les peintres, un des premiers est Claude Monet, qui part d'ailleurs du Havre, qui veut échapper à la conscription et qui s'installe à Londres, arrive à Londres avec quelques tableaux, un peu de matériel, peu d'affaires, hein, et doit immédiatement affronter une situation d'exilé. Il y a des artistes qui arrivent avec davantage de moyens et puis aussi précédés d'une plus grande réputation. C'est le cas de James Tissot, qui lui est un artiste connu, qui a déjà été en Angleterre, mais qui choisit d'y retourner face à la situation française, qui l'a beaucoup marqué parce que lui a connu la guerre sur place, a vu les massacres de la Commune. Il veut un peu oublier tout ça, refaire sa vie en Angleterre. De Tissot, on connaît ses fabuleux tableaux, mais c'est aussi un très grand graveur. À dire vrai, pour un artiste comme Tissot, c'est important de graver ses propres œuvres. Leur succès compte beaucoup sur sa santé financière, parce qu'en fait, les estampes se vendent beaucoup plus facilement et en beaucoup plus grand nombre que les tableaux.
James Tissot est né à Nantes. Il a une première carrière à Paris, au Second Empire, de portraitiste. Il a d'abord débuté d'ailleurs dans le style historique, puis le portrait mondain. En 1871, il décide de s'installer à Londres, où il représente des scènes de genre, des scènes à la manière des peintres victoriens de l'époque, de la vie mondaine à Londres, ou au bord des yachts, des bateaux. Il représente souvent des scènes un peu sentimentales, qui ont un très vif succès dans son pays d'adoption. Il a changé de prénom, d'ailleurs, on l'appelle James. Mais il aura une liaison pendant une douzaine d'années avec une compagne qu'il représente dans beaucoup d'œuvres, qui va mourir de la tuberculose. Et à ce moment-là, il est tellement frappé par sa disparition qu'il décide en quelques semaines de quitter Londres et de rentrer en France. France où il essaiera de reprendre cette carrière de portraitiste, mais très vite, il changera totalement d'inspiration, deviendra un peintre catholique qui va illustrer la Bible. Et c'est ces sujets-là, la Terre Sainte, c'est ces sujets-là qui vont le hanter jusqu'à la fin de sa vie en France. C'est un artiste que l'on pourrait croire anglais, tellement ces images sont restées très célèbres, très fortes, mais il n'y a vécu qu'une douzaine d'années. Lorsque James Tissot arrive à Londres en 1871, il est un peintre connu, riche et envié en France. En effet, son succès fut fulgurant après des études nantaises. L'attrait du florissant marché artistique londonien joue un rôle essentiel chez de nombreux artistes français, malgré la barrière bien réelle de la langue. Daubigny, Pissarro et Monet fréquentent le Café Royal sur Regent Street, non loin du ghetto français, des environs de Soho et de Leicester Square. Les musées et les galeries semblent être des lieux tout aussi importants pour se rencontrer, de même que des endroits comme l'hôtel-restaurant Dieudonné, les théâtres de l'opéra comique sur les Strand et Tavis Clock House. Tissot est d'abord un portraitiste mondain, très virtuose dans le rendu des tissus ou des expressions du visage, de l'élégance féminine. Ensuite, il construit ses tableaux de manière de plus en plus ingénieuse, avec une succession de plans, des cadrages très étonnants, un peu cinématographiques avant l'heure. Il utilise parfois d'ailleurs la photographie pour certains de ses modèles, mais il recompose l'ensemble de manière très convaincante, qui donne un aspect faussement véridique à ces compositions qui en fait sont très étudiées dans leur structure. Alors, l'exposition se conclut par le retour triomphal de Claude Monet, qui avait connu tellement de difficultés en 1870 à pénétrer la société anglaise. Il revient triomphalement autour de 1900, en 1899, 1900, 1901. Là, il réside dans un très bel hôtel. Il exécute toute une série de vues de Westminster. Et c'est ce que nous avons choisi effectivement comme couverture ou du catalogue, comme affiche. Il s'agit de vues de Londres absolument fascinantes. On a pu dire que Monet avait inventé le brouillard. C'est un artiste qui, venant de l'étranger, a été très sensible quand il est arrivé dans cette ville très polluée
évolué, à dire vrai. C'est une capitale économique, industrielle. Il a été très sensible à la façon dont toute l'architecture était noyée dans ce brouillard très âcre, hein, quand on n'a plus l'image de nos jours à Londres, mais peut-être dans les nouvelles villes chinoises. Et finalement, il dira que les artistes anglais ont représenté la ville brique par brique, mais qu'en fait, cette architecture, on ne la voit pas. Elle disparaît dans les nuages, et c'est ça qui attire Monet, qui décide de revenir autour de 1900 pour représenter les ponts de Londres et Westminster de cette manière. Et c'est pour ça que nous l'avons mis en valeur sur l'affiche même de l'exposition. Lorsque Monet arrive à Londres, il est confronté à une ville nouvelle, moderne, un autre climat, une autre lumière, ce qui est très important évidemment pour un paysagiste, à une autre langue, une autre nourriture. Et à dire vrai, pendant son premier séjour de 1870, il ne réalise que 6 tableaux, ce qui est fort peu pour un artiste plutôt prolifique. Il a du mal à peindre. De toute façon, il a du mal aussi à écouler ses tableaux. Il en a emporté avec lui quelques-uns qu'il avait réalisés précédemment en France ou en Normandie. Il essaie de les exposer à la Royal Academy, mais ils sont refusés. Heureusement, le marchand Durand-Ruel, qui également a migré à Londres, lui achète quelques toiles, essaie de les exposer, à dire vrai, sans grand succès. C'est le cas aussi de son ami Camille Pissarro, qui est un artiste un petit peu plus âgé que lui, qui a immigré de même très tôt à Londres, mais qui lui sera plus prolifique, peindra plus facilement les environs de Londres. Parmi les obstacles que doivent surmonter ces artistes à Londres, il y a l'apprentissage de la langue. Et à dire vrai, même un artiste comme Alphonse Legros, mais aussi le sculpteur Dalou, n'arriveront pas à apprendre l'anglais. Alors par chance, Legros va épouser une charmante anglaise qui lui servira d'interprète pendant toute sa vie. Il sera naturalisé anglais sans arriver à enseigner en anglais, et il enseigne par la pratique. C'est vraiment en peignant devant ses élèves, en gravant devant eux, en modelant aussi quelques sculptures. Il finit par avoir un très grand succès auprès de nombreux élèves. Par ailleurs, sa clientèle de collectionneurs est une clientèle aristocratique ou de grands amateurs d'art qui, eux, pratiquent le français. C'est un petit peu le monde à l'envers, mais au XIXe siècle, le français est la langue internationale. Donc il peut finalement très bien survivre dans cette société britannique en pratiquant uniquement sa langue maternelle. Dans la Tamise de Westminster, Monet utilise une palette de tons gris, bleutés, subtilement modulés, pour donner forme à un arrière-plan au palais voilé par les brouillards, pour donner au ciel brumeux de la profondeur, mais aussi de la luminosité. Il varie sa facture ample et frottée dans les ciels.
fractionnés par des petites touches épaisses pour peindre les reflets sur la tamise.